Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Caroline Chavier, fondatrice du cabinet spécialisé dans le recrutement inclusif, The Alliance. Caroline a aussi cofondé l'antenne parisienne de Women in Machine Learning and Data Science. C'était trop beau pour être vrai. Une communauté qui réunit aujourd'hui plus de 6000 membres. À 35 ans, Caroline fait partie du palmarès 35 leaders à impact dressés par l'ONG Positive. Mon invité a grandi dans un milieu ouvrier et revendique avoir construit sa trajectoire grâce à l'école et à la force d'un environnement qui lui a donné sa chance. Aujourd'hui, elle s'efforce de créer ce même environnement pour d'autres. Comment construit-on un cabinet à impact? Quel type de management pour faire exister des talents qu'on ne voit pas? Caroline nous raconte. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue. Je suis très contente d'être là. Moi aussi, je suis ravie de vous recevoir. Merci d'avoir répondu présente. Caroline, je le disais en introduction, vous êtes issue d'un milieu ouvrier, vous le revendiquez, vous avez intégré Sciences Po grâce à une convention ZEP. Vous avez parfois ressenti le syndrome de l'imposteur? Waouh, ce serait un euphémisme que de le dire. Je dis assez souvent que quand je rentre chez moi, je me sens pas à ma place parce que je suis perçue comme l'intello. Et quand je suis ici, implicitement, j'ai pas tous les codes. Vous voyez, moi j'admire les jeunes Parisiens pour qui aller à la Comédie Française est un réflexe. Moi, c'était quelque chose dont je rêvais. Ensuite, voilà, c'est un beau parcours et moi je suis très reconnaissante donc, de cette... C'était une action de discrimination positive qui avait été décidée par Richard Descoings à l'époque. Et l'objectif, c'était d'avoir des étudiants qui venaient d'autres cultures, d'autres environnements socioprofessionnels. Oui. Et c'était, pour moi, ça a été une expérience incroyable. Je me suis battue dans mon lycée pour qu'on puisse avoir cette procédure de sélection. Et puis, j'ai été la seule prise, la toute première année sur 6. Ouais. Et après, quand on arrive à Sciences Po, là, c'est quand même assez difficile. Ouais. Moi, je suis allée sur le campus du Havre, où tous les cours étaient en anglais, avec 6 heures de langue asiatique par semaine. Mais après, ça vous forge un sacré caractère. Et quand vous dites « je me suis battue dans mon lycée », c'est-à-dire qu'en tant que lycéenne, oui. Vous avez mené le... Oui. Mais qui vous en avait parlé à l'époque de l'existence de... Alors peut-être que je suis un cliché sur pattes, mais j'étais déléguée. Et donc, en première, il y avait eu un premier contact entre mon lycée en Normandie et Sciences Po Paris pour en fait bénéficier de cette procédure, donc convention d'éducation prioritaire. Et je me souviens, il y avait beaucoup de débats parmi les professeurs. Mais non, on ne va pas faire ça, ça ne va profiter qu'à 1 ou 2 personnes. Et qu'est-ce qu'on fait des autres qui ne réussissent pas? Ouais. Et moi, je me souviens, à 15 ans et demi, leur dire... en fait, même s'il y a 1 ou 2 personnes qui réussissent, ça montre que le champ des possibles, il est peut-être plus large. Et puis après, voilà, ça cascade. Et ça a été mis en place l'année où je me suis retrouvée en terminale. Et la suite, vous la connaissez. J'intègre Sciences Po Paris, ils ouvrent le campus du Havre. Et moi, je me dis, super, j'avais toujours voulu faire du japonais. Et j'ai réalisé mon rêve. Et comment vous l'avez dépassé, ce syndrome de l'imposteur qu'on évoquait? La présence des amis, des professeurs aussi qui voient le potentiel ou les capacités, ça aide beaucoup. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de douter de soi parce que ça permet de se poser des questions et de mettre en place une discipline pour travailler et aller au-delà de ses propres compétences. Et moi, je remercie beaucoup mes professeurs. J'en ai notamment un en tête qui était présent à mon mariage. C'est une belle histoire. Mais oui, ce qu'il m'a toujours soutenue dès la première. C'était un professeur d'anglais. À Sciences Po ou au lycée? Dans mon lycée. Ouais. Jean-Charles Lafontaine. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui vous traverse, contre lequel vous luttez, ou c'est quand même globalement derrière vous? Je vais être transparente. Vous voyez, certaines fois, à l'occasion de déjeuners d'affaires notamment, pour plein de raisons, moi, c'est pas des situations où je me sens très à l'aise. C'est très long, c'est très pompeux. J'aime bien aller droit au but. Donc il faut trouver d'autres formats.
Et vous voyez, vous mentionniez tout à l'heure Women in Machine Learning and Data Science. Beaucoup Bon, mieux bah dit, là, pardon, bien sûr, l'humiliation continue. non, 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 vous avez très bien fait. En fait, ces formats-là, c'est des présentations techniques où vous avez des expertes de l'intelligence artificielle qui viennent présenter leurs travaux. Donc, elles viennent de la recherche académique, elles viennent d'entreprises. Et en fait, c'est beaucoup plus, ouais, comme je le disais, direct, parce que j'allais faire un anglicisme. Alors que moi, vous voyez, me mettre autour d'une table avec du vin et puis attendre une demi-heure qu'il y ait une conversation qui me plaise, c'est pas mon truc. Voilà. Donc c'est plutôt quelque chose que vous assumez en fait, c'est la patte Oui. Caroline. Ouais, et puis c'est bien Straight d'être to the différent. point. Exactement. Je me rattrape. C'était ce que je voulais C'est dire. pas l'anglais. Non, non. En fait, moi, j'aime bien la complémentarité. Vous voyez, je vais pas forcément siloter les gens dans des cases, mais on vient tous Oui, de quelque oui, oui. part et ça situe un point de vue. Tolérons-nous. Exactement. Et j'aime bien quand les gens font preuve d'ouverture d'esprit, de toutes parts. D'accord. Voilà. Ce que j'aime pas trop, c'est, vous voyez, les gens qui ont des postulats et qui n'en bougent pas, les gens de tel quartier, ils sont comme ci, etc. Bah non, en fait, pas tous et pas toutes. Et vous dites donc souvent que l'école vous a donné la légitimité dans votre manière de manager aujourd'hui. Est-ce que vous cherchez à transmettre cette même confiance? Complètement. Et déjà, combien de personnes vous managez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 6. Ouais. C'est un collectif Oui. de professionnels du recrutement Ouais. et on travaille aussi sur les problématiques de diversité et inclusion. Alors je sais que là, en ce moment, c'est un peu tendu, mais c'est intéressant parce qu'on observe deux sons de cloche, ceux qui veulent continuer à aller plus fort Oui. et ceux qui sont un tout petit peu plus timorés et freinent. Mais le métier, le business, c'est des allers-retours, donc moi, j'observe. Ça, vous êtes en train de l'observer en ce moment même? Oui, mais je suis assez Vous optimiste. direz que le vent tourne? Des changements s'opèrent. Je ne dirais pas que le vent tourne parce que c'est encore trop tôt. Donc on s'observe et ensuite on va voir des changements peut-être plus structurels s'installer. Mais je suis très rassurée. Moi j'ai beaucoup de clients historiques avec lesquels je travaille depuis plusieurs années qui en fait maintiennent ces efforts justement pour faire face à la mouvance américaine, pour ne pas la nommer. Donc pour répondre à votre question, au quotidien, moi dans mon métier, ça passe par la sélection de mes collaborateurs et collaboratrices, mais c'est aussi dans la façon dont on va accompagner les candidates et les candidats, dans la façon de présenter leur parcours professionnel. Prenons un stéréotype, les femmes vont avoir tendance par exemple à pondérer les résultats, les excellents résultats qu'elles ont obtenus. Moi, je vais leur dire, tiens, ça pourrait être intéressant de ne pas formuler les choses comme ça, de ne pas passer par la négation, mais de vraiment être dans la description de ce que tu as fait. Et ça, c'est quelque chose que vous observez ou vous vous basez sur des statistiques pour le dire? Sur les deux, déjà, je lis beaucoup de livres en sociologie notamment, d'études qui peuvent sortir. Et en fait, vous voyez, je pense que j'ai pas fait le compte, mais en plus de 12 ans d'expérience professionnelle, j'ai dû faire des milliers d'entretiens. Je peux quand même statistiquement tirer des conclusions personnelles liées au métier dans lequel j'exerce. Donc c'est l'informatique et l'intelligence artificielle. Vous avez numériquement une sous-représentation des femmes. Moi, quand je vois qu'il y a une différence, en fait, de la façon dont elles se présentent, j'essaye d'injecter un tout petit peu plus de neutralité, vous voyez, de moins charger, en fait, le discours et que tout le monde, en fait, parle le même langage. C'est ce vers quoi j'ai envie qu'on tende, tous et toutes. Vous êtes passé par des postes en recrutement et puis vous avez fondé votre cabinet. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit j'ai envie de faire à ma manière? Ah bah ça c'est simple, c'est 2016-2017. Il y a eu un moment un peu eureka. Je me rends à une conférence scientifique. À l'époque, j'étais chez Criteo, qui reste aujourd'hui une des seules boîtes de la tech cotée en bourse aux États-Unis. Et en fait, je vois dans le public à peu près 30-35% de femmes. Sauf que moi, quand j'étais au bureau, de l'autre côté du téléphone, 9 fois sur 10, j'avais un homme au bout du fil sur mes candidats, chercheurs, ingénieurs en intelligence artificielle. Donc là, je me dis, il y a un décalage entre le vivier dont je dispose et les gens qui viennent jusqu'à moi. Et je suis pas quelqu'un qui râle, enfin si, je râle beaucoup, mais pas longtemps. C'est-à-dire que si je vois un problème, je vais essayer de trouver plusieurs solutions, de tester. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec la création du meet-up WeMLDS dont on parlait plus tôt. C'était comment changer les représentations dans ce domaine-là, comment créer des rôles modèles
et comment faire en sorte que les femmes se créent un réseau dans leur domaine. Et je vais vous rajouter une dernière couche, ma petite plaisir personnel, c'est que ce sont des événements qui sont ouverts à tous. Et donc on a beaucoup d'hommes qui viennent à nos événements et qui nous disent pour la première fois, je me suis retrouvée en sous-nombre. Et donc je vois ce que ça génère quand on est une femme, une personne racisée. Et donc eux, ça leur provoque aussi des changements qui font qu'au quotidien, en tant que collègues, en tant que manager, ils changent aussi leur positionnement. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Est-ce qu'il y a une rencontre, une figure clé qui vous a aidé à franchir le cap? Il y en a eu 2. Il y a eu ma cofondatrice donc, qui s'appelle Chloé Agathe Azencott. Donc, c'est une enseignante-chercheuse en intelligence artificielle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Chloé, j'admirais son travail. Elle travaille à l'application de l'intelligence artificielle sur des sujets liés à la médecine. Et en fait, un jour, prise de folie, je l'ai invitée à un cocktail organisé par Criteo, toujours. Et je me suis dit, elle viendra jamais. Elle est venue. Et en fait, pendant 1 heure, on a parlé ensemble de la représentation des femmes dans la science, mais aussi dans les métiers de l'ingénierie. Et il y a une deuxième femme assez marquante qui s'appelle Nicole El-Karaoui, donc qui, elle, est mathématicienne. On la connaît beaucoup pour son travail autour des risques. Et en fait, on a célébré avec elle ses 75 ans. Et elle m'avait dit quelque chose que j'ai toujours dans mon cerveau, c'est que encore aujourd'hui, à 75 ans, quand je vais à un colloque de maths, je suis la seule femme. Et c'était comme ça quand j'ai commencé ma carrière, et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, peu importe le genre qu'on est, ou qu'on a, pardon, on n'a plus le temps. On ne peut pas se priver de talent en raison de leur couleur de peau, en raison de leur validité, de leur handicap ou de leur genre. Et moi, j'aime bien réfléchir comme ça. On a besoin de tout le monde, en fait, pour créer de la valeur, pour se poser les bonnes questions et aller encore plus loin. Pour parler de votre façon de manager, quelle place est-ce que vous accordez à l'intuition et quelle place, à contrario, est-ce que vous accordez à l'aspect organisé, méthodique? Alors, en tant que recruteuse, s'il y a des camarades du métier qui m'écoutent, Oui. tout le monde sait que l'intuition ou le feeling, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est clairement pas ce qui dessine mes décisions. Je fais ce qu'on appelle des entretiens structurés. Ça veut dire que je vais définir les questions que je vais poser en entretien liées à un poste pour être la plus objective possible et surtout pour pouvoir prédire la performance de la personne dans son futur poste, même si ce dernier évolue en cours de route. Donc, pour répondre à votre question, je suis très structurée. Je regarde beaucoup ce que la science nous a mis à disposition. Je n'ai rien inventé. Ce sont des techniques qui ont pu être mises en lumière notamment par Google. Et après, l'intuition, je dirais qu'elle se place peut-être sur les rencontres qu'on peut faire en dehors de son cercle naturel. Aller vers des gens parfois vers lesquels on ne serait pas allé naturellement pour s'autoriser en fait de sortir des sentiers battus. Elle est là un peu l'intuition, mais moi j'appellerais plutôt ça de la créativité ou de l'opportunisme aussi parfois. Voilà. Mais globalement, pourquoi vous lui laissez pas tant de place? Parce que en fait, le feeling, ça veut tout et rien dire. Et en fait, quand on fait ça, on va tous avoir tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. C'est là qu'on a des biais. Ouais. Donc il faut s'en méfier quoi, de l'intuition. Exactement. Après, vous voyez, moi, je fais une évaluation chaque année de mes propres biais. Il y a un outil qui est mis à disposition par des équipes de chercheurs d'Harvard. Donc, il faut parler anglais. Faut parler anglais, mais je regarde tous les ans comment j'évolue sur les mêmes thématiques. Et ça, je recommande à mes clients, aux gens avec lesquels je travaille de le faire parce que, en fait, on en a tous des biais. Hein. C'est pas, c'est universellement reparti. Voilà. Mais il s'agit de lutter. Oui. Quand on monte un cabinet justement avec des valeurs aussi fortes, comment est-ce qu'on s'assure de rester aligné et ce même en période de croissance, ce qui va vous arriver encore et encore? Ça, c'est une superbe question parce que quand on lance son activité, je crois qu'on a tous un peu le travers de « allez, on prend des références pour se faire connaître, etc. » Il y a eu des écueils. Dans mon cas, il y a des clients aujourd'hui avec lesquels je ne retravaillerai pas parce que, en fait, par exemple, je n'avais pas listé mes questions par rapport à mes valeurs. Je vous donne un exemple concret. Il y avait un de mes clients
qui faisait travailler des personnes qui n'étaient pas déclarées. Et ça, c'est pas un système, ce ne sont pas des comportements que je souhaite soutenir parce que c'est juste interdit. Et puis, vous pouvez pas travailler sur des sujets de diversité, d'inclusion et de... Il y a une forme d'exemplarité Exactement, vous avez tout incarnée. compris. Donc moi, je me suis dit, il faut que je sois exemplaire. Donc comment je peux faire? C'est définir mes valeurs. Donc typiquement, moi, c'est le télétravail, le proposer à 100% ou en format hybride. Si les entreprises veulent que les gens viennent au bureau, je leur dis « Ok, mais on teste. Si pendant 2-3 mois, on n'est pas satisfait par les résultats, on se dit au revoir, mais on n'est pas fâché. » La modernité des technologies utilisées donc autour de l'informatique pour que ça vienne maximiser l'employabilité de mes candidats et de mes candidates. Et la dernière partie, c'est la plus importante, c'est la culture humaine et la sensibilité sur les sujets de diversité et inclusion. Je vous donne des exemples concrets. Ça m'est déjà arrivé, j'arrive avec 2 membres de mon équipe qui s'avèrent être 2 femmes. J'ai un client qui nous dit « Salut les filles, je suis mère de famille, mes collaboratrices aussi, on n'est pas copains-copines. » Je reprends mon client. Je leur dis « Non, on va pas dire bonjour les filles, bonjour mesdames si tu veux, bonjour The Alliance. » Mais ça, vous voyez, c'est le genre de micro-comportement où je sais que derrière, ça va être OK de faire des blagues sexistes, ça va être OK de faire des blagues homophobes. Donc je me dois d'être attentive. Et après, je vais aller poser d'autres questions sur typiquement, voilà, s'il y a un conflit en interne, comment est-ce que ça se passe chez vous? Et autre exemple, j'ai beaucoup de clients qui viennent vers nous et qui nous disent « On est nuls en fait. On est tous dans le même moule. Hommes blancs, cisgenres, diplômés de grande école. Et en fait, on veut faire mieux, on veut faire différemment des autres. Parce qu'en fait, ces garçons-là, ils sont chouettes. Ils ont des copines, ils ont des sœurs, ils ont un entourage qui a déjà été discriminé sur la base de son genre ou de son sexe. Et en fait, ils se disent, en tant que dirigeant, j'ai envie de faire mieux, encore une fois. Et justement, le recrutement inclusif, ça commence où? Alors, on va aller à la racine. Déjà, c'est la formation des équipes en interne. Les mots qu'on utilise, la façon dont on va rédiger les offres d'emploi, c'est extrêmement important. Plus vous mettez de critères, plus en fait vous allez éloigner les gens sous-représentés. Donc on peut parler des femmes, mais pas que. Donc faut pas faire sa liste de courses en mode je veux ça, je veux ça, je veux ça. Par critère, qu'est-ce qui pourrait éloigner? Des compétences techniques ou des compétences humaines, typiquement. Plus vous en mettez, moins votre vivier va être conséquent. Donc il faut aller à l'essentiel par rapport au poste qu'on cible. Ensuite... Et ça ne veut pas dire s'éloigner des meilleurs profils? Pas nécessairement, en fait. C'est au contraire, c'est ouvrir le paysage à des candidatures qui, d'habitude, ne nous parviennent pas. Donc ça, c'est un premier élément, la façon dont les offres sont rédigées. Les endroits où on va diffuser les offres, ça compte beaucoup. Quatrième, la façon dont le processus de recrutement va avoir été conçu. Je parlais tout à l'heure des entretiens structurés. Ça marche pour tous les métiers. Et c'est un investissement au début, en termes de temps. Mais après, ça vous fait gagner du temps. Et surtout, ça va... Est-ce que ça ressemble à quoi, grosso modo? Grosso modo, c'est... imaginons, je souhaite recruter une journaliste. Je vais vérifier ses capacités rédactionnelles. Je vais vérifier si elle a des sujets d'expertise en économie, sur les métiers du soin. Vous voyez, je vais lister en fait des compétences. Et à partir de là, je vais en définir des questions pour m'assurer que les compétences sont au rendez-vous. Ça peut aussi passer par des mises en situation. Vous voyez, si on se voyait toutes les deux, je pourrais vous dire, allez, on se fait une vidéo qui finira par être un podcast, une émission. Et ça peut être ça aussi. Voilà. Vendez-moi ce magnifique pull pour quelqu'un qui fait de la vente. Exemple. Ok. Et quelles sont les erreurs classiques que font beaucoup de recruteurs sans s'en rendre compte, même ceux qui pensent être dans une démarche plutôt inclusive? J'allais faire une blague, mais dans le milieu du recrutement, il y a encore des gens qui utilisent la graphologie. Donc la façon dont vous écrivez pour recruter des gens. Alors non, ça il faut pas faire. Oui, je vous jure. Donc ça c'est un truc, on rit entre nous de ça. Les erreurs... En fait, moi je pense que Est-ce que parfois vous observez un décalage entre les intentions affichées en matière de diversité, enfin, j'imagine que oui, et la réalité des pratiques? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples typiques? Là, je suis obligée de vous dire oui. Il y a des entreprises qui ont des politiques de diversité et d'inclusion qui sont affichées sur leur site internet,
qui sont quasi irréprochables. Et en fait, avec le temps, quand vous grattez, quand vous interrogez les Bah ouais. salariés, on sait qu'il y a des problèmes, enfin, des comportements problématiques liés au harcèlement, moral très souvent, et parfois sexuel. Donc tout ça, en fait, comment composer avec ça? Bah, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. C'est la prise de conscience. C'est aussi parfois prendre un pas de côté et analyser en fait ce qui se passe dans sa propre structure. Ouais. Ça peut être aussi poser des questions à ses salariés. Ouais. Comment vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que récemment tu t'es senti en difficulté? Est-ce que je peux t'aider? Il y a des choses très pratiques et en fait on oublie de le faire. Et c'est pas forcément une mauvaise intention, c'est qu'on est pris un peu par le flux d'activités qu'on doit mener. Donc voilà, la prise de confiance et prendre, quelques minutes où se dire ok, j'ai remarqué que tiens, telle personne elle allait pas très bien récemment, je vais peut-être lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ou même sans aller jusque-là, je pensais à typiquement une entreprise qui vous dit je veux plus de diversité, mais qui continue à recruter des élèves issus de grandes écoles. Est-ce que ça c'est... Alors là, j'ai plein d'exemples Ouais, en j'imagine tête. que c'est monnaie courante aussi, quoi. Là, je peux vous citer par exemple, j'étais assez bluffée par le groupe Accor qui en fait a des... Ça, j'ai trouvé ça beau, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont des formations managériales en fait, pour tous les corps de métier, pour qu'en fait, en interne, il n'y ait pas de place pour le manque de respect, pour que, par exemple, on ne s'interrompe pas pendant les réunions. Donc ça vient optimiser la rétention des individus et ça vient assainir les relations et ça diminue en fait les situations problématiques parce que vous mettez un groupe d'individus dans un endroit, oui, il peut y avoir des choses qui vous échappent. Donc il faut être irréprochable sur ces politiques RH. Et moi, j'aime bien aussi parler des instances représentatives du personnel, also known as les syndicats. Oui. Faut pas les oublier et ils font un gros travail, notamment d'accompagnement sur ce type de sujet. Donc, ça peut être bien de collaborer avec eux quand on a une structure qui en bénéficie. Est-ce que votre rôle, vous l'envisagez aussi comme une façon de se faire rencontrer des mondes qui ne se croisent pas naturellement? Clairement, c'est ça tout le temps. C'est ça qui vous guide? Oui, des communautés avec des grands groupes, des personnes étrangères avec des gens francophones. Ça peut être des femmes avec des hommes sympathiques, sains, parce que ça existe aussi. Il y a encore quand même beaucoup de travail là-dessus, je vais pas dire le contraire. C'est beau en fait d'entrechoquer la différence parce qu'elle est génératrice. Oui, tout à l'heure j'ai oublié de dire un truc tout bête, mais quand on travaille sur des sujets de diversité, quand on finance des créatrices d'entreprises, en fait, on va aller sur de nouveaux marchés qui n'ont pas été explorés. Moi, je suis nouvellement business angel. Ça m'intéresse d'aller chercher des métiers où on peut faire de l'argent sur des produits, des services, des idées qu'on n'a pas encore mises en place. Et du point de vue du contexte, vous ne sentez pas plus de résistance ou des entreprises qui se détournent un peu de ces enjeux ou vous qui êtes sur le terrain et sur ce sujet-là précisément? En fait, je crois que je suis pas la bonne interlocutrice parce que mon positionnement, il est si clair depuis maintenant plus de 8 ans. En fait, j'ai des clients, j'ai des candidats et des candidates. Ça filtre d'emblée, quoi. Exactement. Bien sûr. Donc en fait, c'est extrêmement vertueux. Et ceux qui n'ont plus envie de faire, je les vois grâce aux journaux. Je le vois en lisant l'actualité. Mais ils viennent pas jusqu'à moi. Parce que ceux avec lesquels je continue de travailler, c'est un peu comme les L'Oréal, là, j'ai vu récemment, qui m'ont dit nous, on va pas arrêter nos politiques de diversité et inclusion, on va continuer et on va aller plus fort. Et moi, j'ai beaucoup de mes clients, vous voyez, des entreprises françaises de 500 personnes à travers le monde qui continuent. Parce qu'en fait, les États-Unis, c'est pas le monde. Et il y a plein d'endroits, les disparités, les discriminations qui sont systémiques, il va falloir continuer de se battre, quoi. La loi européenne sur la transparence des salaires, voilà, pour réduire le gap, la différence de salaire entre les hommes et les femmes, on va pas s'arrêter parce que les États-Unis ont dit qu'il y avait que 2 genres dans la vie, quoi. Voilà. S'agissant de votre expérience de manager à vous, comment est-ce que vous gérez la solitude dans les prises de décision? Alors ça, je suis très contente que vous abordiez la question parce que c'est quelque chose aussi que je dis systématiquement à mes candidats et candidates qui vont encadrer des équipes. Le management isole. Donc il faut trouver
des zones de soupape où on va pouvoir se délester d'inquiétudes, de stress qu'on garde soit quand on est dirigeant ou manager. Vous en avez fait les frais de ça? Oui, il y a, notamment à mon retour de congé maternité, je suis revenue au moment où la tech avait voilà, diminué ses investissements, était assez frileuse. Et j'ai eu à prendre des décisions en tant que dirigeant d'entreprise qui ont été difficiles, ne pas garder des gens que j'avais recrutés. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est en parler avec des pairs. Je crois aussi beaucoup à la préparation mentale issue du monde du sport. Je pense à des navigateurs ou à Teddy Riner qui récemment a dit que il a un préparateur physique, mais il a aussi une psy qui la suit. Et à titre personnel, moi je travaille autant mes muscles que mon cerveau. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais Ouais, aussi. c'est la comparaison avec le monde du sport revient très souvent dans cette émission. Et quel rôle joue votre équipe aujourd'hui? Vous co-construisez beaucoup ensemble? Moi, je suis fière de l'équipe que j'ai constituée. Je la nomme un collectif parce que j'ai défini des valeurs, une entreprise, et après, c'est décliné avec des pratiques quotidiennes dans le recrutement. Et en fait, moi, je leur pose beaucoup de questions quand j'ai une nouvelle idée en fait, de service, quand on veut tester un nouvel outil d'IA générative. C'est important aussi de se nourrir du point de vue des autres parce que je n'estime pas avoir la science infuse et eux ont parfois de meilleures idées ou alors ils vont attaquer un problème sous un angle qui, moi, m'avait complètement échappé. Donc, sans eux, je ne suis pas grand-chose. Et justement, vous parliez de la toxicité de certains managers, ce que vous avez pu observer, sans aller jusqu'au harcèlement, mais comment vous faites, vous? Est-ce que vous avez des garde-fous vous concernant? Comment vous faites, vous, pour être exemplaire au jour le jour? Alors que comme tout le monde, j'imagine que vous avez vos moments, que... Alors là-dessus, en fait, je me suis inspirée de beaucoup de mes clients. Typiquement, quand j'ai un rendez-vous médical et que je ne suis pas disponible, c'est indiqué dans mon agenda, c'est indiqué sur nos outils de communication. Comme ça leur permet en fait de ne pas me solliciter et vice-versa. Je suis mère de famille, donc je fais attention aux horaires auxquels je vais les solliciter. Et par exemple, mon petit secret, parfois, la journée, je me dédie à des tâches personnelles. Je dois retravailler le soir. Alors ça, c'est moi toute seule, hein, d'accord? Je ne l'attends pas des autres. Mais je planifie mes mails à une heure entre 8h et 18h. Je ne l'envoie pas dans l'immédiat à 22h ou 22h30. Parce que je ne veux pas, en fait, inciter les gens à travailler à ces heures-là. Et ça ne veut pas dire que je suis désorganisée, c'est juste que j'ai géré mon temps différemment. Voilà. Côté inspiration, quand on a préparé cette émission, vous avez cité Madonna. Dans quelle mesure est-elle un modèle et qu'est-ce que ça vous dit de la posture de leader? J'ai cru qu'on allait y échapper. Eh bien non. Mais non. Comment y échapper? Alors ça peut faire sourire, mais en fait, ça a été une figure très fondatrice pour moi. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 10 ans que je suis sa carrière. Et j'admire la discipline qu'elle a installée dans sa carrière sur la préparation, par exemple, de ses tournées. C'est une athlète, en fait, cette femme. Elle lit énormément, donc ça, c'est quelque chose que je lui ai emprunté aussi. Et surtout, il y avait un truc rigolo, je me rappelle, je l'écrivais sur mes cahiers au lycée, « Never take no for an answer ». Ne jamais accepter un non. Et c'est vrai qu'en fait, je le fais aussi dans le cadre de la prospection. J'aime pas trop qu'on me dise non, alors je vais toujours passer par un autre chemin. Et voilà. Ouais, c'est tout. Et puis parfois, quand je vais pas bien, je mets un petit peu de musique et ça me redonne de la force. Merci beaucoup. Merci Caroline pour cet échange plein d'enseignements. Caroline Chavier, fondatrice de The Alliance. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.